Toute caméra est composée d'un magasin contenant la pellicule, une chambre noire et un objectif. Le principe de la persistance rétinienne est à la base de l'invention du cinématographe. La première caméra à utiliser ce principe est le fusil photographique, devançant de peu le cinématographe des frères Lumière. Le 9 mm 5 et le 8 mm sont des formats qui ont aujourd'hui disparu. En revanche, le Super 8 est le format des amateurs par excellence. Au format 9 mm 5, la Pathé Baby, sans moteur, et un chargeur que l'on mettait ici. Au format 8 mm, la Marica, très complexe dans son principe d'entraînement, avec l'emplacement pour ses deux bobines. Au format Super 8 mm, cette caméra Nikon, très prisée des amateurs. Voici les principaux formats professionnels. La différence réside dans la largeur de la bande négative, ce qui se traduit en salle de projection par des différences de taille d'image. Nous avons voulu en savoir plus sur ces formats. Rendez-vous donc chez Cinécam. Voilà, vous avez différents types de caméras. Celle-ci, c'est des caméras 16, donc vous avez un film qui est tout petit. Vous avez deux formats de film, du 16 et du 35. Donc la différence, elle est au niveau de la largeur du film et au niveau des perfos. 35 mm, c'est la surface sensible du film. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus d'informations au niveau du support du film. Donc vous avez une qualité d'image qui est beaucoup plus fine et beaucoup plus grande. Le grand avantage du support 35 mm, c'est que nous sommes dans un format final, c'est-à-dire la pellicule ne subit pas de transformation entre la prise de vue et la projection. D'une autre part, il y a eu un moment dans l'histoire du cinéma où on a connu un engouement pour les petits formats, les formats, les substandards, ce qu'on appelait à l'époque. On s'est aperçu finalement que, qu'on soit en 9,5 mm, qu'on soit en 8, Super 8, 16 mm, on doit se rattraper dans la post-production, à savoir dans le traitement de la pellicule, par rapport au 35, qui est un format justement qui permet à avoir des positifs, des négatifs, des interpositifs, sans changer de format, ce qui est quand même très important pour les laboratoires et pour toute l'infrastructure. Nous voici maintenant à la FEMIS en compagnie d'Olivier Calangi pour une explication du chargement d'une caméra 35 mm. Donc la pellicule se charge dans un magasin. Avant de mettre le magasin sur la caméra, il y a un côté débiteur et un côté récepteur. Donc c'est là qu'on charge la pellicule. Et la pellicule, comme elle est sensible à la lumière, il ne faut pas qu'elle soit exposée avant qu'elle soit installée dans la caméra. Donc, ce qui fait qu'on se sert d'un charging bag. Le charging bag permet le chargement de la caméra dans le noir absolu. La pellicule se met comme ça, du côté débiteur. Après, on la repasse. Donc après, on referme le côté débiteur. Donc après, on se met du côté récepteur. Donc là, on récupère la pellicule, on l'engage dans le noyau. Pellicule. Il y a la fenêtre d'impression qui détermine le format de la pellicule utilisée. Et donc en 35, on a plusieurs formats. On a le 1,66, le 1,85 ou le scope, le 2,35 ou le 1,37 aussi. Voilà. 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 Voilà, donc, et on referme la caméra. Oui, voilà, donc on est dans une chambre sourde. C'est une pièce qui nous permet de vérifier si les caméras sont bien aux normes au niveau du bruit. Vous avez un sonomètre qui vous permet de mesurer le bruit. Pour voir la différence de bruit entre celle-ci muette et celle-ci qui est silencieuse. Là, j'accroche la caméra, donc vous avez une plaque qui est standard. Donc au niveau des bruits, vous avez des bruits qui sont tolérables et vous avez des bruits qui ne sont pas tolérables. Donc là, on s'aperçoit que la caméra est très bruyante, donc là, je vais la régler au niveau du pas. Voilà. Donc là, je fais tourner et je règle. Donc là, je m'aperçois que la caméra est silencieuse.
la faire tourner. Voilà, là elle tourne. Donc une série est composée de plusieurs focales. Mais dans la conception, il n'y a pas beaucoup de différence en regardant les deux optiques. Mais c'est surtout monté sur la caméra qu'on peut visualiser la différence entre un 16 mm et un 50 mm. Et donc là, pour monter une optique sur une caméra, on fait comme ceci. On enlève un cache, puisque une caméra étant très sensible, il faut qu'elle soit protégée aux poussières, à la saleté. Donc quand vous avez de la poussière qui rentre, vous avez possibilité d'avoir des dépôts dans le film, donc vous risquez de rayer. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des poils, donc faire très attention aux poils. Donc les poils, c'est des petits cheveux qui se mettent entre le film et la fenêtre. Et comme c'est sur le même plan focal, vous focalisez le poil sur le film. La caméra est donc un objet complexe, cher et fragile. Cet œil mécanique, manipulé à ses origines par un seul opérateur, nécessita au cours de son évolution une présence humaine de plus en plus importante. Autour de la caméra, il y a le second assistant qui charge le magasin et entretient la caméra, le directeur de la photographie qui éclaire la scène et choisit les objectifs, le premier assistant qui fait la mise au point, le cadreur qui compose l'image et le comédien qui donne des informations à enregistrer. Cela fait quand même beaucoup de monde pour filmer une scène. Oh, c'est très simple. S'il y en avait moins, ça ferait très longtemps qu'il pourrait y en avoir moins. Et si les producteurs payent autant de personnes autour d'une caméra, c'est qu'ils sont indispensables. C'est-à-dire qu'on a essayé pendant un certain temps de retirer le deuxième assistant, le premier assistant, et on s'est aperçu qu'un homme seul avec une caméra était obligé de négliger une partie de la qualité de l'image. Le rôle du directeur de la photographie est très important dans un film. Il doit donner une émotion visuelle au spectateur. Je préparais pas mal les films et maintenant je fonctionne plus à l'instinct. C'est-à-dire arriver dans un décor et dire comment l'éclairer. En fait, ce qui est très rigolo à faire, c'est de trouver la clé pour éclairer un décor, en fonction d'un scénario, mais c'est de trouver comment tu vas l'éclairer. Ça tourne. Bonjour. Coupé. On a perdu le point là. La caméra nécessite un opérateur pour faire la mise au point. Je l'ai perdu dans son déplacement. Le premier assistant. Qui devait normalement être net et je l'ai perdu vers la fin quand il est allé s'asseoir. Donc on a refait la mise au point. Maintenant si tu pourrais t'asseoir, on va la refaire sur le point de départ et sur le point de fin. Bah ouais, je suis chez le dentiste. Chez le dentiste, c'est long. De couper perche. Il y a une ombre. Bah, le truc tout con, c'est une perche dans le champ. Un bon perchman est un perchman qu'on ne voit jamais pendant tout un film. Un mauvais perchman est un perchman qui a tout le temps sa perche dans le champ, c'est tout. C'est souvent très difficile pour un perchman de trouver un chemin de lumière dans une séquence au cinéma. Quand c'est un plan séquence très long, t'as éclairé, t'as des projecteurs partout. Donc tu dois laisser, toi en tant que directeur photo, tu laisses un chemin de lumière un peu cohérent et logique pour le perchman. Sinon, effectivement, tu mets des projets partout, il est battu, il fait des ombres partout. À partir du moment où on veut entrer dans un personnage et qu'on entre dans un personnage, que ce soit au cinéma ou au théâtre, je pense que c'est à peu près la même chose. Mais ce qui fait la difficulté en plus de ce genre, c'est que ces scènes vont être à recommencer plusieurs fois. La caméra, elle, c'est juste le film, l'image. Vous avez le son qui est enregistré sur bande magnétique à part. C'est-à-dire que vous avez un ingénieur du son avec un Agra ou un appareil qui vous permet de prendre le son après, indépendamment de la caméra. Donc c'est une Movicam Super America. Vous pouvez faire varier la vitesse. Vous avez aussi la possibilité de mettre de la vidéo. Donc là, vous avez une 435 à reflex, caméra allemande. Elle tourne à 150 images secondes. Voilà, vous avez une caméra Millennium XL, Panavision. Donc je vais la monter. Vous avez un compteur, vous avez une vidéo intégrée. Vous avez différents objectifs. Donc vous avez son magasin.
Et vous avez un petit ordinateur. Ça coûte à peu près 1 million de francs équipé. Alors, au risque de faire hurler plein de gens, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas le support qui fait le cadre, c'est le cadreur et le réalisateur et le comédien qui apportent des informations à l'intérieur d'une image. Puisque c'est avant tout ce que tu vas mettre dans une image, donc qu'elle soit un format vidéo ou film, c'est sur un plan séquence, c'est les intentions de mise en scène, les intentions dramatiques, qu'elles soient DV ou film, c'est la même chose. Je ne pense pas que le cinéma est vraiment à la portée de n'importe qui. On peut savoir utiliser une caméra, mais faire du cinéma, ça doit quand même être un rituel initiatique. Soit DV ou 35 ou 70 mm, c'est tu tournes des images. Ça ne sert à rien, mais il faut faire le partage entre la vidéo art et le cinéma. Il ne faut pas mélanger les deux, il ne faut pas faire de comparaison entre les deux. Je n'ai pas d'a priori raciste, je dirais, entre guillemets, entre la vidéo et le film. Il faut tout faire pour saboter la vidéo. Tout dépend des sujets. Il y a des merveilleux films qui sont faits en DV kinéscopé parce qu'il y a, comme diraient certains réalisateurs d'antan, un très bon sujet, puis deuxièmement un excellent sujet et troisièmement un merveilleux sujet. Donc c'est ça qui est important. Il y a les sujets, il y a les réalisateurs, il y a les acteurs, les cadreurs, et après il y a le support. Alors ça c'est une question complètement délibérée entre le producteur et le réalisateur. Moi j'interviens pas là-dedans. Le 35 a encore un super grand avenir, dans le sens où pour l'instant, tant que la vidéo ne pourra pas être projetée comme en salle de cinéma, c'est-à-dire sur des grands écrans, le film a un avenir extraordinaire. L'argentique a encore de beaux jours par rapport à la vidéo, bien qu'elle se rapproche à grands pas. Mais je trouve que l'argentique a un charme qui est pour l'instant difficile à trouver en vidéo. Je sais pas, ça n'a pas le même toucher. La pellicule en général, que ce soit 8, 35, peu importe le format, mais la pellicule, le travail en pellicule, de la lumière, du cadre, même le travail avec les acteurs, avec le réalisateur, je pense pas qu'on écrit de la même manière un film qui sera tourné en pellicule et un film qui sera tourné en DV. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y aura toujours des grands films en argentique et il y aura des films en numérique aussi. Et à tel point que maintenant les gens gonflent du numérique vers le 35 et déforment du 35 pour ressembler à du numérique. Donc on est dans une période charnière où il va falloir un peu épurer tout ça et faire un travail plus simple, je crois.